Donc, yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et on est en live sur Twitch. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. On va jeter un petit coup d'œil en live et non pas en vidéo comme je fais d'habitude, hein, sauf qu'il y aura une vidéo qui sera la rediffusion du live, hein, bien entendu, sur la chaîne YouTube. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder le Balance Patch qui vient d'arriver. Il est arrivé hier en fin de journée, je crois, en fin d'après-midi. Il n'est pas encore disponible sur le jeu, hein, les cartes n'ont pas encore été mises à jour, mais on a toutes les informations sur les changements qui vont avoir lieu et on va donc regarder ça ensemble. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir que j'affiche la page du jeu, enfin du balance page plutôt, et on va faire ça comme ça, voilà. Moi, sur mon écran, ça a l'air de bien marcher, quoique c'est pas centré, on va essayer de le recentrer comme il faut. Voilà, là, normalement, ça devrait être bien. Dites-moi si vous voyez, normalement, on voit la page du site de Warforge et ma tête en même temps. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout se passe bien. Nickel, et ben c'est parfait. Alors, il n'y a pas grand monde pour le moment, mais bon, c'est pas grave, on va quand même démarrer, hein. Il y aura de toute façon le replay sur YouTube par la suite. Et donc, c'est parti. On va venir ici. Voilà, voilà. Bon, on va directement aller dans les changements, hein. J'ai pas envie de regarder le Meta Report. Peut-être que je ferai ça en vidéo, mais voilà. On va plutôt regarder les changements. C'est ça qui est vraiment intéressant ici. Et donc, les développeurs ont décidé de faire quelques petites modifications chez les taux. Donc, quelques nerfs chez les taux. Donc, ça, ce sont des nerfs. Les Eldar vont recevoir toute une série d'améliorations, de buffs. Les orques vont être nerfs et les ultramarines aussi. Et aussi les tyrannides. Donc c'est juste quelques petits changements à chaque fois, il n'y a pas grand chose. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Et alors moi j'ai déjà regardé les changements, j'en ai parlé un petit peu avec d'autres joueurs sur Discord. Et de manière générale, euh, en fait on n'est pas content. Et moi je suis pas tout à fait content non plus de manière générale. Je trouve que les changements qui vont avoir lieu sont pas incroyables. Ils corrigent en partie des problèmes qu'il y avait, mais bon, je sais pas, ça semble pas aller vraiment dans la bonne direction. Bon, bref, on va en parler un peu plus en détail au fur et à mesure. Et on va commencer du coup avec le Tau Empire. Bah en fait, je vais expliquer au fur et à mesure. Il y a des changements qui sont plutôt bien, mais d'autres qui sont pas terribles, pas forcément nécessaires. Et de manière générale, en fait, pour te répondre, Zach, il y a ce sentiment, un peu comme il y a à chaque balance page depuis que le mode escarmouche est arrivé, il y a merde, ce ressenti qui est que on dirait que les modifications sont faites davantage pour le mode escarmouche et d'un autre côté, on laisse le mode classique euh, tel qu'il est, avec les problèmes qu'il a, on va rien solutionner du tout et les changements qui sont faits et qui s'adressent principalement au mode escarmouche sont pas forcément de bons changements non plus pour le mode classique. Et ça, c'est un truc qui est vraiment pas terrible. Euh, L'idéal, je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo précédemment, ce serait que les développeurs fassent des changements d'un côté pour le mode classique et d'un autre côté pour le mode escarmouche. Donc voilà, avec des cartes qui vont avoir des effets finalement différents du coup dans les deux modes. Ou alors, il faudrait que les développeurs fassent ce qu'ils ont fait au début du mode escarmouche, c'est-à-dire de faire des bans. Donc de ne pas faire de nerfs ou de buffs, mais de faire des bans pour le mode escarmouche, et à côté des nerfs et des buffs pour le mode classique, qui vont s'appliquer aussi en mode escarmouche, mais c'est pas très très grave, je veux dire, dans ce sens-là, ça va, dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens que c'est problématique en réalité. Donc voilà, il y a des choses comme ça que les joueurs aimeraient bien que les développeurs fassent, mais les développeurs ne font rien de tout ça. Ils continuent dans leur délire de faire des changements qui s'appliquent aux deux modes de jeu en même temps, mais qui s'adressent en réalité principalement à un mode de jeu qui est le mode escarmouche, et du coup ça pose toutes sortes de problèmes. Voilà, voilà. Séparer les modes, ouais, bah ouais. Séparer les changements en fait pour les deux modes, c'est ça qui serait bien. Salutations Chipus, comment ça va? Comment ça va, comment ça va? Alors donc, l'Empire Tau, on va commencer par ça. Alors tout ça c'est en anglais, hein, moi ça me pose pas de problème, mais on va dire, je vais traduire au fur et à mesure, hein. Donc Savior Protocol, c'est la carte qui réduit de 1 le coût de tous les drones que l'on va jouer pendant notre game, hein. C'est le stratagème épique qui coûte une énergie.
Et donc cette carte-là va changer. Ce qu'elle va faire, c'est que... Alors, elle avait été améliorée au dernier Balance Patch pour ne plus uniquement appliquer la réduction de coût sur nos drones jusqu'à la fin de la partie, mais en plus, pour en plus invoquer un drone aléatoire, ok? Et maintenant, donc, ça a changé. On ne va plus invoquer un drone, on va en recevoir un dans notre main qu'on pourra choisir parmi une proposition de 3 ou 4 drones. On verra bien comment ça se passe. Donc, petit changement à ce niveau-là. La carte reste très forte, hein. Le fait de mettre un drone en jeu, c'était quand même assez sympa. Je veux dire, quand c'était un stealth drone par exemple, ou une tourette, là, la 025 qui inflige de dégâts à tous les ennemis au début de notre tour, ça pouvait être assez problématique. Mais sinon, c'était pas une carte non plus complètement broken. Donc petit changement pour affaiblir à nouveau un petit peu la carte, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ça limite un petit peu aussi le... Ouais, non, pas vraiment en fait, parce que je disais ça limite notre possibilité de jouer des drones en même temps qu'on joue cette carte-là, mais pas vraiment, parce que on peut faire en sorte de récupérer dans notre main un drone qui pourra être joué directement grâce à la réduction de coût. Donc ça nous coûtera juste un petit peu plus cher de pouvoir jouer cette carte et de mettre en plus un drone en jeu au même moment, mais ça va pas être impossible. Donc la carte est un petit peu affaiblie, mais sans plus, donc voilà. C'est pas un gros changement. Est-ce que c'était nécessaire de faire ce changement-là? Je sais pas. Pour moi, c'est surtout la carte légendaire qui donne shield à tous les drones qui est problématique. Cette carte-là, si un joueur arrive à la sortir tôt dans la game, genre à 4 énergies directement, alors je parle du mode classique, hein, d'accord? Et bien cette carte-là, elle va générer une value tellement importante euh, que en fait, on n'a quasiment aucune chance de gagner une game face à cette carte-là. Ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup plus compliqué pour l'adversaire de gagner une game quand... Enfin, de gagner une game lorsque notre adversaire active cette carte-là tôt dans la game. La carte de réduction de coût, c'est problématique aussi, mais ça va encore. Je veux dire, c'est comme ça que jouent les drones. Ah, voilà, on réduit leur coût, comme ça on en joue plein et tout, voilà. Mais le fait de leur donner des shields en plus, ça fait une vraie différence qui est, à mon avis, un petit peu problématique. Et il aurait peut-être fallu faire quelque chose au niveau de cette carte-là, faire en sorte qu'elle coûte un de plus, peut-être. Voilà, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Toucher à l'autre carte qui synergise avec les drones, le Savior Protocols, je ne sais pas si c'était nécessaire. Ça va ralentir un tout petit peu le jeu des drones, mais bon, ça va pas faire une grosse différence à mon avis. Ensuite, on a deux drones qui reçoivent des nerfs également. Donc, on a le Stealth Drone qui va avoir ses points de vie réduits de 2 à 1. Et le drone gardien qui va avoir ses points d'attaque en range réduits de 2 à 1. Donc, des changements intéressants. Alors, le changement du stealth Drone, ça change vraiment pas grand-chose. Il va être très facile à tuer, du coup, dorénavant, le Stealth Drone, avec n'importe quel effet d'AOE, de blast, voilà, un petit dégât qui arrive dessus, il meurt, donc voilà, il va être beaucoup plus fragile, beaucoup plus facile à tuer. Donc, ok, ça le rend, voilà, plus difficile à tuer, ça va être plus compliqué de pouvoir jouer ce gars-là, faire en sorte qu'il survive pour pouvoir utiliser à nouveau son effet de stealth sur une de nos troupes au tour d'après. Donc, ouais, ok, pourquoi pas, ouais, c'est un changement intéressant qui affaiblit quand même la carte, donc, ouais, ok. Et le drone gardien, bon, je sais pas, ça m'a pas l'air de faire une grosse différence, ce changement-là. De toute façon, le drone gardien, on peut l'attaquer en mêlée et on prendra pas de dégâts de contre-attaque parce qu'il a 0 en fait en mêlée. Et comme il avant-garde, on peut l'attaquer en mêlée quoi qu'il arrive, hein. De toute façon, il a pas flying, il a juste vanguard, donc voilà, ok. Le fait qu'il ait un point d'attaque en range en moins, ça va permettre à certains commandants comme Shadow Sun peut-être de pouvoir détruire ce type de drone là plus facilement. Nos troupes qui sont plus fortes en range attack vont aussi avoir un peu moins de mal à détruire. Du coup, les drones gardiens vont prendre moins de dégâts en les détruisant, en les attaquant. Donc bon, ça fait pas une grosse différence ça non plus, hein, j'ai l'impression. Euh, Ouais, là comme ça, j'ai pas l'impression que ça fasse une grosse différence. Les drones, j'ai joué pas mal contre les drones lors du tournoi là, que j'ai fait le samedi dernier. D'ailleurs, je vais refaire le même tournoi aujourd'hui et je serai en live dans l'après-midi à partir de 15 h pour mes matchs de tournoi, hein, d'accord? Je place ça là entre parenthèses, voilà.
Et donc j'avais beaucoup joué lors du tournoi de la semaine dernière contre les drones, et les drones sont très très forts hein, quand on les joue correctement, et Stelma les joue vraiment très très bien. Et ben du coup c'est super balèze, et je vois pas trop en quoi ces changements-là vont affaiblir en fait le deck. Ça va ralentir un tout petit peu la sortie des cartes de réduction de coût comme ça, ok. Ça va affaiblir un petit peu le... Bon, le Stealth Drone, franchement, ça change pas grand-chose. Ouais, il y a peu de cartes en fait qui sont jouées et qui permettraient de le détruire facilement à un point de vie plutôt qu'à 2 points de vie. Enfin, vous voyez, donc ouais, ça change pas énormément, et le drone gardien, bah ça change pas non plus énormément parce que le drone gardien, de toute façon, l'adversaire va en mettre en jeu pour protéger ses autres troupes, et il va falloir les détruire. Et donc voilà, ça change pas. Ils ont toujours 3 points de vie, ils ont toujours Vanguard, ils ont toujours Shield si jamais on joue la carte légendaire en question qui leur donne Shield. Donc voilà, je sais pas. C'est pas des changements hyper intéressants à mon avis. Euh, donc voilà. On va passer à la suite. Ok. On va passer aux Eldar. Donc là, on a toute une série de buffs. Il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont peut-être un peu moins intéressants. Voilà, on va regarder ça un petit peu. Donc, on a Avatar of Kain. Donc ça, c'est la carte légendaire qui est la pire carte du jeu à l'heure actuelle. La pire carte légendaire du jeu à l'heure actuelle, c'est le gros machin. Vous savez quoi, les amis? On va faire une petite parenthèse, une petite pause. J'aimerais avoir la possibilité de switcher avec le jeu, en fait. Donc, on va faire comme ça. On va faire euh, comme ça. Voilà. Et on va aller sur le jeu. Et donc là, normalement, vous devriez voir mon jeu avec la collection et tout. Donc on va prendre les Eldar, les cartes légendaires, et l'Avatar of Kain, il est là. Et si je fais... Alors comment on fait? Alors moi, j'utilise le bouton démarrer pour changer de fenêtre. Tac! Et là, du coup, on se retrouve sur... Ok. Faudrait que j'arrive à faire ça d'une manière un peu plus fluide, peut-être. Ouais, ça change pas grand-chose. On va déplacer le navigateur ici. Tac. Et si je fais comme ça... Ouais, mais après, il faut que je... Ah ouais, non, ça marche, ok. Tac. Tac. Ah, c'est bien ça, ok. Moi, voilà. Désolé, les amis, pour cette petite coupure. On va pouvoir faire les choses un petit peu mieux à présent. Donc on a l'Avatar of Kain, voilà voilà, donc cette carte-là qui est actuellement la pire carte légendaire de la faction. Pourquoi? Parce que c'est une troupe qui est très puissante certes, mais qui ne fait absolument rien en arrivant en jeu, et donc au moment où on la joue, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se faire gérer la carte, elle va se faire détruire par les unités ou par les stratagèmes de notre adversaire, et on n'aura rien gagné à jouer cette carte-là. Cette carte, elle va recevoir des buffs, elle va obtenir l'effet camouflage, et elle va avoir un petit bonus au niveau de son effet de Spirit Stone, d'accord? En dépensant 2 Spirit Stone, au lieu de lui faire gagner Blast 4, ça va lui faire gagner Blast 6 à la place. Ok. Donc ça change pas grand chose. Par contre, le fait de lui donner camouflage, bah ça va la rendre un petit peu plus difficile à gérer parce qu'on ne pourra plus la cibler avec des stratagèmes de hard removal, voilà, avec Inspired Retribution par exemple des Ultramarines et n'importe quelle autre carte similaire. Donc ça va rendre cette carte-là un petit peu plus viable, potentiellement même assez forte contre certaines factions qui n'ont pas la possibilité de détruire de grosses troupes comme ça facilement en dehors du fait d'utiliser un hard removal qui va cibler la carte. Donc c'est une carte qui devient plus intéressante. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si elle sera beaucoup jouée. Je ne sais pas si ça va devenir une carte clé de la faction. Elle va pouvoir être jouée parce que son effet de camouflage est quand même intéressant. Mais c'est pas non plus, ça va pas non plus devenir une carte hyper balèze qui pourra être jouée dans tous les decks et tout. Voilà. Donc un changement intéressant, ok, qui, euh, qui rend la carte un peu plus forte, un peu plus viable, sans la rendre broqueux, donc c'est cool, en vrai c'est cool. Moi j'aime bien ce genre de petits changements-là, qui améliorent un petit peu une carte, ou qui l'affaiblissent, hein,
par exemple, on a pu voir ça juste au-dessus, ok? Mais qui vont pas non plus rendre la carte trop forte ou à l'inverse injouable. Donc pourquoi pas? Ok. Ensuite, on a Hosts of the Dead. Ok. Alors, Host of the Dead, c'est une autre carte légendaire, c'est celle-ci. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette carte-là? Donc, en fait, cette carte-là, à la base, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépense toutes nos Spirit Stones pour déployer un Wraith Guard, donc une unité comme ceci, pour chaque Spirit Stone qu'on a dépensé. Ok? Ce que va faire cette carte-là après la mise à jour, c'est qu'elle va déployer un Race Guard supplémentaire, donc elle va en déployer un, et ensuite elle va en déployer un de plus pour chaque Spirit Stone qu'on aura dépensé. Voilà, donc c'est juste une carte comme ça en plus qu'on va recevoir, donc ça rend la carte un petit peu plus facile à jouer, ça rend la carte un petit peu plus viable, on va dire. Donc ok, pourquoi pas, un changement euh, qui est pas totalement inintéressant. Cette carte-là, comme l'Avatar of Kain, c'était une carte qui était jamais jouée en fait, parce que c'est une carte qui est pas très très intéressante, qui est pas très forte. Le fait de remplir le board de Race Guard, c'est pas trop mauvais comme play, hein, d'accord? Ça peut être contré, mais c'est pas trop mauvais. Le problème surtout avec cette carte-là, c'est qu'elle dépense toutes nos Spirit Stones, et donc si jamais l'adversaire arrive à se débarrasser de nos Wraith Guard, on se retrouve avec plus rien à faire, plus de ressources, et donc c'est compliqué, et donc voilà pourquoi cette carte, à mon avis, n'est pas beaucoup jouée à la base. Donc là, elle pourra être jouée un peu plus facilement puisqu'elle invoque un gardien en plus. Par contre, son effet de consommer toutes les Spirit Stones reste le même. Donc finalement, le point faible principal de cette carte-là reste un petit peu le même. Voilà, donc c'est un petit changement, encore une fois, qui va rendre la carte un petit peu plus jouable, un petit peu plus intéressante, mais sans la rendre broken et tout. Est-ce que ça va suffire pour que la carte soit vraiment intéressante à jouer? Je ne sais pas. Il faudra tester pour voir. Je parlais tout à l'heure du mode escarmouche et du mode classique. Moi, je vois les choses principalement à travers le prisme du mode classique. En mode escarmouche, j'avoue que je sais pas trop ce que ça pourrait changer. L'Avatar of Kain, il est jouable en mode escarmouche de toute façon parce que comme on gagne plus rapidement de l'énergie, on peut se permettre de jouer des cartes comme ça qui coûtent 9 énergie, qui sont solides et qui vont poser problème à notre adversaire juste parce qu'elles sont imposantes comme ça. Host of the Dead, ça me paraît compliqué de jouer cette carte en escarmouche parce qu'on va pas avoir le temps d'accumuler suffisamment de Spirit Stone pour qu'elle soit intéressante. Donc ça change pas grand chose à mon avis, hein, ok? Pour le mode escarmouche, tout ça. Pour le mode classique, ça va rendre les cartes un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus viables. Est-ce qu'elles vont être jouées? Est-ce qu'on va voir apparaître de nouveaux archétypes chez les Eldar qui vont jouer ces cartes-là? Il faut voir, peut-être. Il faut voir. Il faudra tester pour voir. C'est pas des changements qui sont hyper impressionnants, des petits changements qui améliorent légèrement ces cartes-là, donc pourquoi pas. On va voir maintenant ce que l'on nous propose d'autre. Salut Omipony, comment ça va? C'est cool que tu sois présent sur le live. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les amis. Et on va pouvoir continuer donc Witchfire. Donc ça c'est le talent de Witchblade Warlock qui est une carte up épique de la faction. Donc c'est ce gars-là, il a de bonnes stats, hein, c'est une bonne carte par rapport à son coût, un 4 énergie, 4, 3, 5, c'est une carte intéressante, le Witchblade Warlock. Certes, il fait rien en arrivant en jeu, mais c'est une bonne carte de tempo à jouer en early game, ok. Il n'est pas joué si souvent que ça, parce que dans la faction des Eldar, on a pas mal d'autres cartes à 4 énergies qui sont intéressantes, hein, si on regarde ça vite fait. Comme ceci. Ouh là là, les Eldar, ils sont là, voilà. À 4 énergies, on a des cartes intéressantes. On a le Banshee, on a le Nuadu Fireheart, on a Orion, on a Shining Spear Exarch. Donc voilà, on a des cartes intéressantes. On a aussi ce gars-là qui était potentiellement un petit peu intéressant grâce à son effet de Spirit Stone, mais qui va devenir, on va le voir juste après, plus intéressant encore, parce qu'il va recevoir un changement, ce gars-là. Donc, pour ces différentes raisons, le Witchblade Warlock n'était pas spécialement joué à la base. Après, il a un talent qui est très rarement joué, hein. Moi, ça m'est arrivé de jouer ce gars-là et c'est très très rare que j'utilise son talent. Son talent qui coûte une énergie et qui inflige 1 à 3 dégâts à un ennemi, et on répète cet effet en dépensant une Spirit Stone, ok. Et donc, le changement que cette carte-là va avoir, c'est que son talent, donc le Witchfire, va coûter 1 de moins, il va coûter 0. Voilà, voilà, tout ça pour ça. Et donc, petit changement, ok, qui rend cette carte plus facile à utiliser, parce que voilà, on n'aura pas besoin de dépenser d'énergie pour pouvoir la jouer.
Est-ce que ça change beaucoup de choses? J'ai pas l'impression. Le Witchblade Warlock, de toute façon, il ne change pas dans le fait qu'il ne fait rien au moment où il arrive en jeu. C'est une carte de tempo, c'est une carte avec des stats intéressantes qu'on va mettre en jeu juste comme ça. L'adversaire va pouvoir la gérer en dépensant des ressources et du coup le talent, bah en fait, on va pas pouvoir le jouer plus que ça en réalité, donc ça change pas vraiment grand-chose. Si notre Witchblade Warlock survit et qu'on a la possibilité de jouer notre talent, bah, c'est que en fait on est déjà en avance sur le board et qu'on est déjà suffisamment bien dans la game. On n'a pas vraiment besoin d'une carte supplémentaire pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire, et du coup on aura accès à cette carte-là qui va coûter 1, qui coûtera 0 à l'avenir. Puis ça change pas grand-chose, voilà, ça change pas grand-chose. Si dégâts potentiels pour 0, ouais c'est cool, mais ouais mais non. À mon avis ça change pas grand-chose. On va jamais infliger 6 points de dégâts avec cette carte-là, je veux dire ça peut arriver, mais ça va être très très rare. En général on va infliger voilà 3-4 dégâts en fait à une cible si on a une Spirit Stone à dépenser. Il faut avoir une Spirit Stone à dépenser hein, d'ailleurs pour que ça fonctionne. Est-ce qu'on a envie de dépenser une Spirit Stone avec cette carte-là? Ça c'est une autre question. Euh, non, je suis pas convaincu, je suis pas convaincu. C'est un petit changement qui va rendre le Witchblade Warlock un tout petit peu plus intéressant, mais ça change vraiment pas grand-chose. Vraiment, pour moi ça change vraiment pas grand-chose. Bon, ok les amis. Le Helmok, donc lui c'est le gros véhicule, d'accord, qui coûte 8 énergies. Il faut pas que je fasse ça. Hop, c'est ce gars-là. Donc le Helmok, à la base, c'est une très bonne carte qui coûte un petit peu cher, mais qui a de grosses stats et qui a flank. Donc c'est une carte qui est quand même, pardon, assez intéressante. C'est une carte qui est rarement jouée avec les Eldar parce que, comme elle coûte cher, bah, c'est quand même assez difficile. Le problème avec les Eldar, c'est que c'est une faction qui va jouer principalement aggro. Voilà, parce qu'on a des cartes très agressives, on a plein de petits flanqueurs, on a plein de petites unités qui peuvent booster leurs stats, on a des effets de burn, on a toutes sortes de choses comme ça. Et donc en général, on va pas trop jouer de gros véhicules, mais cette carte-là, c'est quand même une bonne carte qui est déjà bien en soi et qui va recevoir un buff. Et le buff, c'est quoi? C'est que son effet de blast ici, que l'on obtient en dépensant 3 Spirit Stone, il va passer de 3 à 5. De 3, blast 3 à blast 5. Hein, d'accord, c'est pas le nombre de Spirit Stone qui change, c'est la quantité de blast. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette carte-là redevient exactement comme elle était à la base, parce qu'à la base, cette carte-là a Blast 5 en dépensant 3 Spirit Stone. Elle avait été nerf à un moment donné, parce qu'elle était beaucoup jouée et que les Eldar étaient en mode top méta à un moment donné, ok? Et elle redevient du coup dans sa forme précédente, à l'issue du balance patch qui va avoir lieu là prochainement. Elle va récupérer son Blast 5. Ça en fait une carte vraiment intéressante pour le late game. Et en fait, je commence à me dire un truc, c'est que on a cette carte-là qui est améliorée, qui est vraiment intéressante pour le coup. On a vu le Avatar of Khaine qui va être amélioré, on a vu Host of Chaos qui est amélioré également. Et donc là, je suis en train de me dire, si ça se trouve, on va pouvoir construire des decks un peu plus mid-range control avec cette faction-là qui vont être viables. Et ça pourrait être intéressant tout ça. Ça pourrait vraiment être intéressant. Donc ce changement, même s'il ne change pas grand-chose à la carte en soi, il la rend quand même un petit peu plus puissante, mais c'est surtout le fait que on ait plusieurs cartes en fait de late game qui soient buff qui me fait me dire que finalement ça pourrait devenir intéressant tout ça. Ok, bon, on va regarder la suite et on va voir si on reste dans la même logique ou pas. On a le Swooping Hawk Exarch. Alors, ce gars-là, il est où? Je sais que c'est une carte qui coûte 6 énergies. On va faire comme ça. Voilà, le Swooping Hawk Exarch, il est là. Donc 5-5-6 pour 6 énergies avec Waystone et Flying, c'est une unité d'infanterie. C'est une carte qui n'est pas jouée à la base parce qu'elle n'est pas très intéressante. Elle a des stats qui sont ok, qui sont pas hyper fortes, mais qui sont pas non plus trop nazes. Flying, et elle fait pas grand chose en réalité quand elle arrive en jeu. Cette carte, elle est capable de donner Vanguard à une unité de l'adversaire. Et en fait, le changement qu'elle va avoir, cette carte-là, c'est que à la place de cibler une unité de l'adversaire, on va pouvoir cibler en fait n'importe quelle unité, donc à la fois une unité de notre côté du terrain
Et ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'au moment où on joue cette carte, on peut par exemple donner Vanguard à notre commandant, et donc cette carte-là, elle pourra vraisemblablement rester en jeu, elle ne pourra pas se faire détruire par les troupes de notre adversaire qui ne pourront pas l'attaquer du coup, puisque notre commandant aura Vanguard, et ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, ça peut être une sorte de tempo drop, donc une carte qu'on met en jeu comme ça, qui va tenir le board parce que l'adversaire va pas pouvoir la gérer, et on va pouvoir nous attaquer avec cette carte-là au tour d'après. Donc ouais, c'est un changement assez sympa, une petite amélioration qui va rendre cette carte jouable, je pense, alors qu'elle ne l'était pas plus que ça au départ. Parce que le fait de donner Vanguard à un ennemi pour 6 énergies, c'est vraiment pas très intéressant, hein, d'accord? Le fait de pouvoir donner Vanguard à une unité alliée, c'est quand même vachement sympa, le fait de pouvoir cibler le commandant en particulier. Donc ok, changement intéressant, changement intéressant. Encore une fois, c'est une carte plutôt de mid-game, mid-late game, cette carte-là. Donc, si ça se trouve, on va pouvoir jouer des decks un peu de style tempo. On va pouvoir jouer. Ça commence ça commence à me plaire, j'avoue tout ça. Ça commence à me plaire. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Swooping Hawk. Ok, on a vu l'exact. Maintenant, c'est le Swooping Hawk de base. Alors, il est où celui-là? Il est ici. Alors ça, c'est un changement qui est très 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 intéressant, les amis. C'est un changement que j'aime beaucoup et qui va rendre cette carte très très forte, je pense, pour le coup. Donc, cette carte-là, à la base, elle fait rien de spécial en arrivant en jeu, d'accord? C'est juste un tempo drop intéressant. 2, 3, 4 avec Flying pour 3 énergies, c'est cool. Avec Waystone, donc on va pouvoir récupérer une Spirit Stone quand elle va mourir, très bien. Et donc cette carte-là, en fait, elle va obtenir un effet de Spirit Stone. On va pouvoir dépenser une Spirit Stone au moment où on va jouer cette carte pour lui donner plus 1 point en range attack et flank. Un petit peu comme ce que fait le Primaris Inceptor des Ultramarines avec son effet de Codex, il obtient plus 1 point en range attack, il a flank aussi de base, ce gars-là, lui il va obtenir flank et son bonus en range attack avec son effet de Spirit Stone, mais ça revient à peu près au même, on se retrouve avec une carte qui a 2, 4, 4 en termes de stats et qui va pouvoir attaquer directement pour 3 énergies seulement, c'est très 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 intéressant comme carte. Alors, ce changement, il est un petit peu étonnant dans le sens où les Eldar, ils ont énormément de flanqueurs. Et donc, en fait, voilà, c'est pas ça qui manque dans la faction. Donc, le fait de mettre un flanqueur supplémentaire, c'était pas vraiment nécessaire. D'un autre côté, ça rend cette carte vraiment intéressante pour le coup, qui n'était pas forcément jouée à la base, parce que même si elle est intéressante en termes de tempo, comme elle fait rien en arrivant en jeu et qu'on a d'autres cartes à côté qui sont capables de faire quelque chose en arrivant en jeu, et bien cette carte-là était pas jouée du coup. Et là maintenant elle va pouvoir être jouée, elle va pouvoir même peut-être être jouée dans tous les decks, parce qu'elle va devenir très très intéressante la carte, avec son effet de flank. C'est vraiment un changement qui rend cette carte, à mon avis, très très forte. Et on va beaucoup la voir en ladder. Ça va être chiant parce que les Eldar vont devenir assez balèzes, j'ai l'impression, avec tous les changements qu'on est en train de voir. Donc bon, ok, hein. Je pense qu'on testera tout ça dès que les changements seront disponibles. Il y a moyen sûrement de faire des decks avec Medreyal assez intéressants, peut-être avec Jainzar aussi. Peut-être avec Likis, parce que c'est essentiellement des unités d'infanterie qu'on a vues là pour le moment, qui vont recevoir des buffs. Il y a le Helmok aussi, c'est un véhicule, donc lui ce sera plus pour un deck avec Keltok peut-être, ou avec, comment il s'appelle, The Fireblade, qui aime bien jouer avec les véhicules. En tout cas, ouais, des changements intéressants du coup. Ok, ok. Tu nous dis, Zach, que de quoi? Un buffet intéressant pour la faction? Ou un buff intéressant pour la faction, je crois que tu parlais de la carte qu'on a vue juste avant. Eh bien, je suis d'accord, c'est un buff intéressant pour le coup, ouais. Ensuite, on a le Fire Prism, encore une carte de mid-late game pour le coup. On va y arriver, tac, tac, le Fire Prism, voilà, donc c'est son effet de rallye qui va être changé. Attendez, attendez, il n'y a pas que son effet de rallye qui est changé. Si, c'est ça, si, c'est son effet de rallye qui est changé. Au lieu d'infliger 6 points de dégâts si on cible une unité adverse avec de l'armure, on va infliger 8 points de dégâts à la place. 8 points de dégâts à la place, et donc ça en fait une carte qui devient aussi assez intéressante. Cette carte-là, à la base, moi je la trouve un petit peu faible.
c'est sympa d'avoir une carte qui est capable d'infliger plus de dégâts aux unités avec de l'armure, parce que les unités avec de l'armure, les adversaires avec de l'armure, c'est en général un très très gros problème pour les Eldar, parce qu'il n'y a pas de hard removal dans les Eldar, qu'il n'y a que des petits flanqueurs, des petits dégâts, des petits machins. Et donc, dès qu'on a un adversaire qui a de l'armure, ça devient très 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 compliqué de s'en débarrasser. Et on a cette carte-là qui nous apportait une solution, mais 6 points de dégâts à une unité qui a de l'armure, donc qui va recevoir 5 ou peut-être 4 points de dégâts pour cette énergie, c'est vraiment pas terrible en fait. Le fait de monter à 8 dégâts, ce qui signifie qu'on va infliger peut-être 7 points de dégâts ou 6 points de dégâts à un ennemi qui va avoir respectivement armure 1 ou armure 2, pour cette énergie, c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'infliger 2 dégâts de moins. Ok. Donc cette carte-là, à nouveau, c'est une carte voilà, qui est voilà, mid-late game et qui devient assez intéressante à mon avis et qui va pouvoir être jouée bien plus que ce n'était le cas auparavant. Ensuite, on a le Wraith Lord. Alors lui, il est complètement naze, hein, le Wraith Lord, et ça va pas changer. Donc on a, hop, voilà, c'est cette carte-là. Cette carte-là qui est naze à la base et qui va être encore plus naze maintenant, qui va être... attends, on va regarder. Euh, ouais, d'accord, ok. Voilà, cette carte-là, il n'y a pas grand-chose qui va changer avec cette carte-là. Donc ça, c'est quoi? C'est une 8-8-8 pour 8, et c'est tout. Voilà, c'est juste une carte qui est là, qui coûte cher pour des stats qui sont bien, mais qui sont pas extraordinaires non plus, qui ne fait absolument rien quand elle arrive en jeu, à part gagner encore plus de stats si jamais on a des Spirit Stones à dépenser, mais 3 Spirit Stones pour donner +4/+4 à une carte qui est déjà assez puissante, ça sert vraiment pas à grand chose. Son effet de Spirit Stone va être changé pour lui donner en plus +2 points de vie, ce qui fait qu'on va potentiellement pouvoir jouer cette carte à 8 énergies en dépensant 3 Spirit Stones et obtenir une 12-12-6. Donc ok, c'est impressionnant, ça peut faire peur une 12-12-6, mais en réalité c'est pas si fort que ça parce que voilà, cette carte-là, elle va rien faire en arrivant en jeu encore une fois. Elle va pouvoir se faire détruire assez facilement par n'importe quel adversaire avec un hard removal ou avec des flanqueurs ou elle va pouvoir se faire stun ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est pas très très intéressant comme changement, hein. Cette carte-là, elle n'est pas intéressante à la base, elle va pas devenir plus intéressante avec ces changements-là, donc bon voilà, ça change vraiment pas grand-chose à mon avis. Ensuite, on a le Skyborn Deployment, qui est le talent de cette carte-là, le Wave Serpent, qui va également recevoir un buff. Et donc, on va regarder ça. Le Wave Serpent, il est où? Il est là. Tac. On va y arriver. Ici, ok. Donc c'est cette carte-là. Cette carte-là, moi je la trouve intéressante de base, mais on ne peut pas vraiment la jouer parce qu'elle est un petit peu faible en termes de stats et parce qu'elle fait rien de spécial en arrivant en jeu. Mais en fait, cette carte-là, elle a quand même un talent qui est assez intéressant, qui va déployer 2 Storm Guardian. À partir du moment où on a la possibilité d'utiliser ce talent, on va pouvoir remplir notre board de petites unités et ça va devenir, enfin ça peut devenir compliqué à gérer pour notre adversaire. Donc cette carte-là, voilà, comme je disais, par contre, elle est un petit peu faible en termes de stats et elle ne fait rien en arrivant en jeu, donc elle ne va pas être jouée. Et ça va peut-être changer parce que la carte va recevoir un point de vie supplémentaire, d'accord? Donc elle va passer à 3, 6, 8 pour cette énergie, donc c'est quand même un peu plus intéressant que ce qui était auparavant, ok? Et son talent va coûter 1 de moins. Bon, ça change pas grand-chose parce que son talent, de toute façon, il est intéressant. Comme je l'ai dit, hein, on déploie 2 Storm Guardian pour 2 énergies. Pour une énergie, c'est un peu mieux, mais ça change pas énormément, ok? Le changement le plus intéressant ici, c'est que cette carte-là va avoir un point de vue en plus, donc elle va être un peu plus compliquée à gérer, et donc il y a peut-être moyen de trouver une manière, voilà, un deck qui va pouvoir jouer cette carte-là et qui va pouvoir, du coup, si elle survit, hein, et justement le point de vue en plus va lui permettre de survivre davantage, va nous permettre ensuite de remplir le board avec des petits Storm Guardians. Donc voilà, pourquoi pas. Moi, c'est une carte que j'aime bien à la base, qu'on ne peut pas jouer malheureusement, mais qui est quand même assez sympa. Et il y a peut-être moyen de la jouer un petit peu plus par la suite. Donc ok. Changement qui est pas fou, mais qui
va rendre la carte un petit peu plus solide, donc c'est cool. Dernier changement les amis, pour les Eldar, le Wraithguard, donc ça c'est un truc que j'avais évoqué tout à l'heure et qui va être un changement intéressant pour cette carte-là. Donc en fait, tout simplement, elle va gagner un point d'attaque en mêlée supplémentaire. Ok. Donc ça en fait une carte qui va rester assez faible de base en termes de stats par rapport à son coût, d'accord? Pour 4 énergies, on a une 3-3-4 avec Vanguard, c'est vraiment pas très intéressant. Par contre, avec son effet de Spirit Stone, la carte devient intéressante et d'autant plus intéressante avec son petit boost en mêlée parce que au lieu d'avoir une 2, 5, 6 pour 4 énergies avec son effet de Spirit Stone, on va obtenir maintenant donc une 4, une 3, 5, 6 à la place pour 4 énergies toujours en dépensant une Spirit Stone et avec Vanguard. Et ça, à mon avis, ça en fait une troupe vraiment, vraiment très intéressante en termes de stats. Cette carte-là, après son buff en mêlée, si on arrive à la jouer on curve avec son effet de Spirit Stone, ça va être une carte problématique à gérer pour l'adversaire, c'est sûr. 3 points d'attaque en mêlée, 5 en range et 6 points de vie pour 4 énergies avec Vanguard en plus, c'est vraiment pas rien. Le fait d'avoir 2 points en mêlée, ce qu'elle avait auparavant, ça la rendait quand même assez faible, assez sensible aux attaques de l'adversaire. Elle pouvait se faire détruire voilà, sans faire beaucoup de dégâts sur les troupes qui allaient l'attaquer. Le fait d'avoir un point d'attaque en plus en mêlée, du coup, voilà, ça la rend plus solide, plus difficile à gérer, enfin, plus difficile à gérer par notre adversaire sans que, comment dire, ça va gêner davantage l'adversaire. C'est ça que j'essaie de dire. J'arrive plus à parler, ça y est. Ok, donc un changement intéressant et je pense que cette carte-là pourrait même être jouée euh, telle quelle dans les decks en fait, hein, parce que si on arrive à générer tôt dans la partie des Spirit Stones, eh ben, on peut avoir à 4 énergies un excellent tempo drop. Donc vraiment c'est quelque chose de très intéressant qui pourrait être joué à mon avis. Cette carte-là, elle peut être jouée d'autres manières. Il y a une manière qu'on a déjà vue tout à l'heure, c'est avec la carte légendaire Host of the Dead qui va invoquer plusieurs copies de cette carte-là qui vont donc tout avoir un point d'attaque en mêlée supplémentaire. C'est vraiment pas rien pour le coup. Et on a une autre carte qui est capable d'invoquer cette unité-là. Il s'agit du Spirit Seer qui est juste là et qui va donc invoquer avec son effet de Spirit Stone, hein, pour 2 Spirit Stone, un Wraithguard qui à nouveau va avoir un point d'attaque supplémentaire après la mise à jour et donc ça rend aussi cette carte là et Host of the Dead plus fort, plus intéressant. Cette carte là était déjà vachement sympa avant, un bonne stat avec en plus l'invocation d'un petit gars comme ça à côté. C'est très 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 sympa et cette carte là va devenir du coup plus forte grâce au fait que le Wraithguard devient plus fort. Ok les amis, donc voilà, on a un certain nombre de changements pour les Eldar. On a vu qu'il y avait pas mal de changements pour des cartes de mid-late game qui les rendent un petit peu plus fortes. Donc individuellement, les cartes vont pas être vraiment beaucoup plus intéressantes à jouer. Mais comme on a pas mal de changements qui vont un petit peu dans la même direction, et il y aura probablement moyen de jouer des decks Eldar un petit peu plus mid, un petit peu plus late game. Et pourquoi pas des decks intéressants, des decks qui vont pouvoir s'imposer dans la méta, qui vont pouvoir jouer en top ladder. C'est quand même vachement intéressant tout ça et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça donne et je pense qu'on en reparlera sur la chaîne, probablement en live, hein, si ça se trouve. La semaine prochaine, j'aurai un deck à tester avec vous. Voilà les amis, donc c'est intéressant. Moi, ça me plaît bien dans l'ensemble, ces changements-là. Alors ça, forcément, on a des changements qui sont plus intéressants que d'autres, hein. Le Swooping Hawk, par exemple, il va devenir très très fort pour le coup. Je pense que le Wraithguard aussi va devenir très très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ce gars-là, il est très intéressant aussi avec ses 8 points de dégâts sur les unités avec de l'armure. Voilà, après on a des changements un petit peu moins intéressants, hein, sur ces cartes-là par exemple, hein, le Helmok aussi. Mais voilà, comme je disais, dans l'ensemble, c'est quand même vachement sympa tout ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok les amis, on va passer maintenant aux nerfs avec les 3 autres factions qui ont reçu des nerfs. Et donc on commence avec les orques. Le Death Gun Luta dans un premier temps. Enfin, on va faire simple. Death Gun Luta et Unbridled Carnage. Ok, parce que en fait, c'est à peu près la même chose qui se passe pour ces deux cartes-là. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces deux cartes-là?
On va voir ça tout de suite. Hop, on va même faire comme ça, voilà. Et donc en fait ces deux cartes-là, vous voyez, elles ont un effet qui est assez similaire, qui va infliger 2 dégâts à un ennemi aléatoire. Le Death Gun Luta, il va faire ça à chaque fois qu'une troupe va mourir, et le Unbridled Carnage, il va faire ça pour chaque unité qu'on a en jeu. Alors, il va faire ça une première fois, et il va refaire 2 dégâts à un ennemi aléatoire pour chaque unité qu'on a en jeu. Et donc, ces cartes-là qui sont capables de générer énormément de dégâts et qui rendent les orques très 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 forts, en particulier Unbridled Carnage à mon avis, vont être nerfs, leur effet va être réduit. Donc au lieu d'infliger 2 dégâts à un ennemi aléatoire, elles ne vont infliger plus que 1 ou 2 dégâts à un ennemi aléatoire. Donc de manière générale, elles vont infliger moins de dégâts. Elles vont être donc plus faibles ces cartes-là, et c'est un changement qui est plutôt intéressant à mon avis. C'est un changement qui est plutôt intéressant à mon avis parce que effectivement, ces cartes-là sont capables de générer beaucoup trop de dégâts à l'heure actuelle, en particulier celle-ci, hein, du coup. Et voilà, et en fait c'est très 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 compliqué à gérer, hein. Alors c'est un changement qui concerne pour le coup davantage à mon avis le mode escarmouche, parce que ces cartes-là sont très dangereuses en mode escarmouche, effectivement en particulier celle-ci, parce que voilà, au tour 3 ou au tour 4 on peut déjà la jouer avec pas mal d'activation de cet effet-là, et comme notre commandant a moins de points de vie en escarmouche, et ben on peut se retrouver, on peut se retrouver à tuer notre adversaire ou à se faire tuer par cette carte-là assez facilement. Donc, à mon avis, voilà, c'est un changement qui concerne davantage le mode escarmouche et qui rend, du coup, ces cartes-là, voilà, moins oppressives, comme ils le disent, moins violentes. Et je crois que Unbridled Carnage va également voir son effet réduit de 1, enfin l'activation de son effet va être réduite de 1 également. Et oui, parce que à la base, cette carte-là infligeait des dégâts donc une première fois et une fois de plus pour chaque unité qu'on a en jeu, et ça va être changé pour une fois de plus pour chaque troupe que l'on a en jeu. Et donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette carte-là va déclencher son effet une fois pour chaque unité qu'on a en jeu, tout simplement. Voilà. Si on a notre commandant et 2 troupes en jeu, ça fait 3 unités, et donc ça va se déclencher 3 fois. Il faut voir les choses de cette manière, ce sera plus simple à calculer de cette manière. Voilà les amis. Alors, le truc c'est que, vous voyez là, ces changements, ils s'adressent davantage au mode escarmouche qu'au mode classique, d'accord? Et le truc c'est que dans le mode classique, eh ben, la conséquence de ces changements-là n'est pas la même. Pour le Death Gun Luta, je pense que c'est un bon changement pour le mode classique, parce que cette carte-là était vraiment très forte pour le coup. Par contre, Unbridled Carnage, c'est une carte qui est, comment dire, qui était très forte en mode classique à la base, c'est vrai, mais qui, avec ses dégâts réduits, va être quand même beaucoup moins intéressante à jouer dorénavant en mode classique, et peut-être même carrément injouable. Alors peut-être que j'ai des conneries, mais j'ai vraiment cette impression. Le fait de réduire les dégâts de cette carte-là à 1 à 2 dégâts, pour le mode classique, dans lequel cette carte-là arrive beaucoup plus tard dans la game, parce qu'il faut d'abord avoir la possibilité de créer du board en dépensant de l'énergie avant de pouvoir jouer cette carte-là qui va faire beaucoup moins de dégâts, finalement devient beaucoup moins intéressante. Et donc, voilà, vous voyez, c'est un changement, cette carte qui va pas dans la bonne direction, dans le sens où, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être ban cette carte pour le mode escarmouche, ok? Ou alors, bah, faire ce changement-là uniquement pour le mode escarmouche, mais peut-être la laisser telle quelle pour le mode classique, parce qu'à mon avis, ce changement-là la rend un peu moins forte pour le mode escarmouche, mais elle reste quand même jouable à mon avis pour ce mode de jeu-là. Par contre, elle va pas forcément être jouable de la même manière en mode classique. Et voilà, on n'affecte pas les deux modes de jeu de la même manière, et ça, c'est vraiment dommage. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que cette carte-là, avec son 1 à 2 dégâts, devient quand même beaucoup moins intéressante pour le mode classique que ce qu'elle va être pour le mode escarmouche. Ok, bon, voilà les amis pour mon avis en tout cas sur ces cartes-là. On va regarder un peu les Ultramarines. On a le Avenging Zeal qui va être transformé. Alors, j'ai pas bien compris moi pourquoi ils font tous ces changements-là sur le Avenging Zeal, ok. Donc en fait, Avenging Zeal, voilà,
10 énergies, plus à toutes les unités qu'on a en jeu et en main, et on réduit le coût de cette carte de 1 à chaque fois qu'on active un codex. Et donc tout ça, ça va changer. Alors tout ça non, l'effet de buff reste le même. Le coût de la carte va changer, il va passer de 10 à 12, ok. Et la réduction va également se faire différemment. Au lieu de réduire le coût de 1 de la carte à chaque fois qu'on active Codex, en fait, ça va changer pour... On réduit le coût de 1 pour à chaque fois qu'une de nos troupes active Codex. Ah, troupes et stratagèmes. Ok. Donc, en gros, ce que ça change, c'est que ça va plus prendre en compte le codex des commandants et le codex en particulier de rebooter Guilliman, hein, d'accord? Parce que ce gars-là, il a un codex, c'est le seul commandant de la faction qui a un effet de codex, qui contribuait jusqu'à présent à réduire le coût du Venging Zeal et qui va à présent, qui ne va plus pouvoir y contribuer à présent. Donc, en vrai, je suis d'accord, Zach, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool parce que c'est vrai que ce gars-là pouvait réduire le coût de Avenging Zeal très 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 rapidement. Mais là où je trouve que c'est un petit peu bizarre quand même, c'est que en fait, Avenging Zeal va peut-être carrément plus pouvoir être joué avec Roboté Guilliman. Bon, j'exagère sûrement, mais le truc c'est que quand on utilise le talent de Roboté Guilliman sur lui-même pour activer 2 fois son effet de codex et réduire 2 fois le coût de Avenging Zeal, c'était beaucoup trop fort, il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est que maintenant, on va plus du tout pouvoir réduire le coût de Avenging Zeal en utilisant le talent de Roboté Guilliman sur lui-même en fait. Il y a uniquement en utilisant le talent sur des troupes qu'on va pouvoir réduire le coût de Avenging Zeal. Et donc, à mon avis, ça rend la carte quand même beaucoup plus compliquée à jouer. Là où la carte devient par contre plus intéressante, c'est sûrement avec Calgar, parce que Calgar, il a un codex avec son talent est un stratagème, et donc quand on va activer Codex avec le stratagème, avec ce talent-là, là on va réduire le coût de Avenging Zeal de 1. Mais par contre avec Roboté Guilliman, ça va plus fonctionner comme ça, parce que le talent de Roboté Guilliman ne contient pas d'effet de Codex, il active le Codex d'une unité. Donc voilà, dans ma tête, ça me dit que ça va être beaucoup plus compliqué en fait de jouer cette carte-là avec Guilliman, parce qu'en fait, on va pouvoir réduire son coût uniquement en activant le codex de nos troupes, que l'on peut activer davantage de fois avec cette carte-là. Donc, ok, oui, mais voilà, le codex de notre commandant va plus du tout être efficace pour réduire le coût de la carte. Et donc, je me dis que ça devient compliqué. Alors c'est pas plus mal, hein, parce que Roboté Guilliman il est extrêmement fort, il se soigne énormément et tout, donc si on peut jouer cette carte-là facilement avec lui, c'est forcément un petit peu problématique. Donc si ça se trouve, le changement il est justement intéressant à ce niveau-là, parce que ça va être beaucoup plus compliqué de jouer Avenging Zeal sur ce gars-là. Voilà, ok. Difficile de pouvoir conclure définitivement là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que cette carte-là va être beaucoup plus compliquée à jouer de manière générale, hein, parce qu'elle va coûter plus cher, et en particulier pour Guilliman, parce qu'il va plus pouvoir réduire le coût de la carte aussi facilement qu'auparavant. Ça va être plus facile de réduire le coût de la carte avec Calgar par exemple, ou avec Varro, qui peut facilement activer des effets de codex aussi de ses troupes et tout. Donc bon, moi j'ai peur que cette carte-là devienne un peu compliquée à jouer en fait. Un peu trop compliquée à jouer. Il faut voir ce que ça donne, il faut tester pour vraiment se rendre compte. J'ai l'impression qu'elle va être compliquée à jouer, j'espère que ça va pas la tuer la carte. Euh, il faut voir, il faut voir, il faut voir. Difficile de se projeter, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas que la carte va être difficile à jouer, à la fois pour Guilliman, peut-être un peu moins pour Calgar, peut-être Varro, mais 12 points de vie, 12 points pardon, 12 énergie à réduire, ça fait beaucoup quand même, donc bon. Ah, je sais pas. Gilliman est très fort, donc sans elle, ça équilibre. Ouais, 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 ouais. Après, Gilliman, euh, moi, je suis pas convaincu, en fait. J'ai essayé de jouer un petit peu et j'y arrive pas. Euh, je veux dire, il est solide et tout, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est assez facile de... Enfin, en tout cas, je pense que j'arrive pas à le jouer correctement, parce que j'ai essayé quelques fois de le jouer et j'ai trouvé que ça marchait pas si bien que ça.
C'est-à-dire que voilà, si l'adversaire a du gros tempo et suffisamment agressif et tout en early game et qui prend le contrôle du board, ça va pas fonctionner. Peut-être que je m'y prends mal après, mais j'ai l'impression que Gilliman, il est pas si costaud que ça. Et donc, est-ce que c'est pas trop... Ouais, mais cette carte-là était vraiment très forte quand même, hein. Le fait de pouvoir la jouer au tour, je sais pas moi, au tour 3 ou au tour 4, c'était quand même beaucoup trop abusé. Donc, mais après, peut-être que de simplement augmenter le coût de la carte sans changer l'effet de codex était suffisant pour la rendre un peu plus difficile d'accès à Gilliman. Ou alors il aurait fallu changer l'effet de codex, mais pas forcément le coût de la carte, parce que oui, oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'elle va être difficile à jouer. Bon, ok les amis, on va passer à la suite, on va voir. Alors, ok, oui, donc deux petits changements au niveau de Gilliman, donc qui subit un nerf entre guillemets avec le fait de perdre la possibilité de jouer cette carte-là enfin, très tôt dans la game. Il va recevoir deux autres nerfs, notre cher Gilliman. Cet effet-là de +1/+1 avec son talent ne va plus durer jusqu'à notre prochain tour, mais va s'arrêter à la fin de notre tour. Donc moi je trouve que c'est un bon changement parce que le fait de bloquer les stats jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, voilà, accompagné de tout le soin que cette carte a, le fait de bloquer ses stats, ce qui fait qu'on va pas vouloir l'attaquer et tout, ça rendait ce commandant vraiment trop fort, trop solide. Donc c'est un changement qui est intéressant à mon avis. Et là, on a cette carte-là qui n'était pas jouée plus que ça auparavant et qui va donner en fait Sentry 1 à la place de Sentry 2 après la mise à jour. Donc voilà, c'est un changement, c'est un petit changement. Je veux dire, c'est un gros changement, mais c'est un changement qui va pas impacter tant que ça Gilly Gilly à mon avis. Parce que cette carte-là n'était pas spécialement jouée auparavant. Et puis de toute façon, dès qu'on met Sentry sur une carte, bon, on va éviter de l'attaquer. Alors Sentry 1, ça va peut-être moins dissuader quand même d'envoyer des attaques. Donc ok. Ah, je vois un truc qui est intéressant que j'avais pas vu au départ, c'est que en fait cette carte-là, elle donnait +1/+1 à Gilliman, ce qui fait qu'il allait pouvoir frapper à 3 en contre-attaque, et en fait cette carte-là donnait 2 en sentry, ce qui fait que Gilliman allait pouvoir répondre avec 4 points d'attaque à la base s'il faisait attaquer, et donc ça a changé, cette carte-là ne va plus booster ses points d'attaque en contre-attaque, on va dire, et celle-ci va ne les booster plus que de 1 point et non pas 2 comme avant. Donc voilà, ça réduit la force, ça réduit les capacités défensives de Gilliman, qui reste extrêmement solide grâce à son effet de soin. Et donc c'est quand même assez intéressant en fait ces changements-là, hein, parce que ça va le rendre moins solide, moins ingérable, moins tanky, et donc c'est quand même intéressant. Ok. Et finalement le suppressor qui est une carte complètement cancer, et je suis très content qu'elle se fasse nerf celle-ci parce que c'était une carte très 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 problématique pour le coup. Ça pour le coup c'est un nerf vraiment intéressant je trouve parce que cette carte-là voilà, elle permettait de faire un combo absolument immonde où en fait les Ultramarines étaient capables de jouer cette carte-là, Humanity Shield, pour se rendre invulnérable, et de rejouer cette carte-là en la récupérant avec le suppressor. Et du coup, comme on a deux suppresseurs dans le deck, eh bien on peut potentiellement récupérer 2 fois Humanity Shield pour avoir 3 tours d'invulnérabilité, c'est absolument énorme. Et c'est pas fini les amis, parce que en plus de ça, avec certaines cartes comme par exemple The Chapter's Due, ou alors, elle est où? Ou alors cette carte-là, Fallback, on avait la possibilité de rejouer, enfin de jouer encore plus de suppresseurs. On peut jouer le suppresseur, je sais pas, peut-être 6 fois au total en combinant toutes ces cartes-là. Et donc on peut faire en sorte d'avoir voilà, autant de fois qu'on veut cet effet d'invulnérabilité. Ce combo-là sévit en ce moment, en particulier dans le mode escarmouche, où c'est très facile, comme on a peu de cartes dans le deck, c'est très facile voilà, de mettre en place ce combo, de jouer Humanity Shield, de le récupérer, de le rejouer, et ainsi de suite pendant 3, 4, 5 tours de suite. Ce qui rend la game complètement impossible à perdre, en fait, parce que voilà,
on se met l'invulnérabilité et puis on attend, et l'adversaire va essayer comme il peut de mettre du board, de se protéger et tout, sauf qu'il va quand même prendre les dégâts de fatigue, parce que bah voilà, à un moment donné, on n'a plus de cartes dans le deck, et du coup on prend des dégâts de fatigue. Comme Guilliman il se soigne, il peut se mettre de l'armure, etc., il va prendre moins de dégâts que l'adversaire. Et donc, grâce à l'invulnérabilité, eh ben, il va pouvoir tout simplement laisser l'adversaire mourir petit à petit de la fatigue. Et c'est un combo qui est complètement incontrable, injouable, complètement injuste. Et c'est une très bonne chose donc que les développeurs aient réglé ce problème. Le suppresseur ne va plus pouvoir nous remettre dans notre main la carte Humanity Shield, puisque bien que son effet ne change pas, il ne pourra plus cibler que des stratagèmes non légendaires à partir de la mise à jour. Et donc voilà, on ne pourra plus récupérer Humanity Shield, on pourra toujours récupérer des cartes comme Inspired Retribution, on pourra récupérer aussi potentiellement la Doctrine, qui est aussi très intéressante à récupérer avec le suppresseur, d'accord? Pourquoi pas Angels of Death et tout, mais on ne pourra plus récupérer eh bien Humanity Shield, et c'est à mon avis une très bonne chose. Ok les amis, on en est où? On en est où? On a fini avec les Ultramarines. Ok, donc les Ultramarines, c'est du nerf en fait pour rebooter Guilliman en particulier, qui était un petit peu trop puissant, un petit peu trop fort, en particulier en mode escarmouche. Donc encore une fois, on a des changements qui ciblent davantage le mode escarmouche, parce que ce type de combo-là, Suppressor, Humanity Shield, on les voyait pas en réalité en mode classique, hein. C'est beaucoup plus difficile à mettre en place, hein, ce type de combo, puisque, eh bien, voilà, on a beaucoup plus de cartes dans le deck, et donc voilà, pour avoir les bonnes cartes, pour pouvoir sélectionner les cartes qu'il faut pour faire notre combo, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais, et du coup, voilà, et du coup, ce sont des changements voilà, qui s'appliquent principalement, enfin qui sont là principalement pour le mode escarmouche, mais qui vont s'appliquer aussi en mode classique. Et je ne sais pas si c'est une très bonne chose que ces changements-là s'appliquent dans le mode classique, parce que certes, on avait quand même accès quelque part à ce combo avec Humanity Shield, mais le suppresseur peut aussi nous permettre de récupérer d'autres stratagèmes plus ou moins intéressants et tout, qu'on pourra plus récupérer maintenant euh, à la suite de la mise à jour. Donc c'est un petit peu dommage. En termes de talent pour Guilliman, donc que ce soit pour le mode escarmouche ou pour le mode classique, je pense que ce sont de bons changements, parce que voilà, Guilliman était un petit peu trop costaud, un peu trop tanky de toute manière, de manière générale, et donc c'est très bien, voilà, ces changements-là. Et enfin, Humanity Shield, c'est peut-être un changement qui s'applique davantage aussi au mode escarmouche, parce que voilà, en mode escarmouche, on gagne de l'énergie assez rapidement, donc voilà, c'est pas forcément un problème de jouer des cartes de ce type-là. Le fait de lui faire, d'augmenter son coût de 2 énergies, ça va la retarder d'un tour, en gros. En mode classique, ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, voilà, on va attendre que la carte soit vraiment très très basse en termes de coût avant de pouvoir la jouer. Alors ça va être un peu plus difficile de la jouer, mais est-ce que c'était nécessaire de faire ce changement-là en mode classique? Pas sûr. Comme je disais tout à l'heure, en fait, un seul changement, soit le changement au niveau du coût, soit le changement au niveau du connexe, mais pas forcément les deux, aurait été suffisant. Euh, donc bon, voilà. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des changements voilà, qui ont l'air d'être davantage adressés pour le mode escarmouche que pour le mode classique, et c'est un petit peu dommage. Il aurait mieux valu peut-être ban le suppresseur en mode escarmouche, tout simplement. Voilà, pour ne pas avoir ce combo infini complètement stupide, et bah, garder la carte telle qu'elle est dans le mode classique, parce qu'il ne me semble pas qu'elle posait plus que ça de problèmes dans le mode classique. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais j'ai pas l'impression que cette carte-là, que ce changement-là soit, enfin comment dire, était nécessaire pour le mode classique en tout cas, voilà. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'on a un changement qui est fait pour le mode escarmouche, pas besoin de le faire pour le mode classique, mais il va s'appliquer quand même pour le mode classique. Donc voilà, c'est relou. Alors qu'est-ce que vous me dites les amis? Je comprends même pas que le suppresseur ne soit pas arrivé comme il va être après le patch. Ouais, ouais, j'avoue. Ouais, mais je sais pas. Encore une fois, j'ai l'impression que pour le mode classique, il pose pas tant de problèmes que ça. Je veux dire, c'est vrai on a la possibilité de récupérer euh, des cartes légendaires à l'heure actuelle aussi en mode classique, mais
comment dire, en mode classique, on joue davantage de cartes, on joue davantage de stratagèmes, voilà. C'est pas si évident que ça de faire ce type de combo. Alors qu'en mode escarmouche, c'est très facile à cause du fait que les decks ont beaucoup moins de cartes qu'en mode classique. Et Zach, qu'est-ce que tu me dis? Il faut qu'il sépare les deux modes de jeu avec des bans comme tu dis. Ah ouais, en fait, cette idée de ban qu'ils ont eue à la base, c'était vachement intéressant. Après, ils sont revenus en arrière et c'est dommage. Alors, ils sont revenus en arrière, on a quand même des cartes qui sont toujours ban, je crois, mais j'en reviens peut-être une ou deux seulement. Comment on fait pour voir ça? Carte. Non, il faut créer un deck. Ouais, bon, ok, c'est chiant. Mais voilà, on a la carte des Necrons qui est ban, là, la carte autodestruction pour les Scarabs. Et je sais pas, je crois que c'est tout, non? Je sais plus s'il y a d'autres cartes qui sont ban. Ah oui, il y a la carte Outrider aussi des Genestealers qui est ban. Donc il y a encore quelques bans qui sont en cours, mais ça aurait été bien, ouais, qui continuent dans cette stratégie, parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment problématiques, principalement, uniquement ou principalement pour le mode escarmouche comme celle-ci. Et donc voilà, tu bannes cette carte-là et c'est fini. Pareil pour celle-ci, voilà, tu la bannes et tu laisses tranquille les joueurs orques du mode classique. Bon, cette carte-là, elle était très très forte en mode classique quand même. Donc bon, ok. On va enchaîner les amis et Highflick Leviathan. Et là, j'ai pas bien compris parce que certes, ce changement-là est intéressant, ok, mais c'est seulement une partie du problème. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, le Termagant Brood, vous savez quoi? On va aller dans les decks escarmouche, on va aller là et là. Voilà. Donc ça, c'est le deck typique Tervigon en escarmouche, ok? Qui joue notamment cette carte-là, qui va être nerf. Donc, à la base, elle avait un effet passif, cette carte, qui inflige un dégât à un ennemi aléatoire à chaque fois qu'on active l'effet de Swarm, ok? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, avec Tervigon, pardon, comment ça va se passer? On va jouer, en fait, des Neurogaunt, des Reaper Swarm, on va réduire leur coût avec cette carte-là, ou avec cette carte-là, de telle sorte à ce que ces petites unités coûtent 0, et on va pouvoir les jouer, et les swarm, les faire grossir, autant de fois qu'on veut, en fait, puisque ces cartes-là sont gratuites. Et du coup, si on a un Termagant Brood en jeu, à chaque fois qu'on va faire un Swarm, on va infliger un dégât à un ennemi aléatoire, et donc on a la possibilité de cette manière d'infliger plein de dégâts sur le bord de notre adversaire avec cette carte-là. Cet effet va être changé, à la place d'infliger un dégât, elle va maintenant recevoir un point d'attaque en range attack, cette carte, donc elle va plus être jouée, hein, clairement, voilà, elle sert plus à rien dans un deck de ce type-là, cette carte-là, mais là où je trouve ça bizarre, là où je trouve ça étonnant, c'est que certes, ça règle une partie du problème, mais ça règle pas le problème intégralement, parce que en réalité, ce qui pose problème ici, c'est pas cette carte-là. En fait, c'est cette carte-là qui pose problème. Et aussi cette carte-là, qui réduisent le coût de nos troupes et qui nous permettent de jouer plein de petites unités de ce type-là et de remplir le board d'un seul coup de plein de gros monstres qui vont être impossibles à gérer pour notre adversaire parce que tout simplement, il y en a trop en fait. Si on s'y prend correctement, à 6 énergies, on peut sortir, je sais pas, on peut sortir 4 exemplaires, je pense, de troupes qui sont au moins 6-6 ou peut-être 8-8 si on s'y prend correctement, encore une fois, d'accord, en utilisant la carte de réduction de coût, en utilisant cette carte-là aussi pour copier nos troupes et pour en avoir davantage à jouer. Et en fait, c'est ça qui pose problème à la base avec Tervigon, c'est pas le ping de Termagant Brood. D'accord? Et donc voilà, encore une fois, il y a un truc qui va pas ici. Alors c'est un problème différent cette fois-ci, c'est qu'on règle une partie du problème mais on règle pas le problème vraiment à la base. Il aurait fallu peut-être changer cette carte ou alors ban cette carte-là du mode escarmouche. Parce que de toute façon, en plus elle est pas jouée cette carte-là, elle est jouée uniquement avec Tervigon pour faire ce type de combo. Donc on aurait pu peut-être partir sur un ban de cette carte-là, laisser le Termagant Brood tranquille pour qu'il puisse être joué d'une autre manière, ok, qui puisse être joué aussi en mode classique, parce que là, voilà,
cette carte-là pouvait être intéressante en mode classique pour faire le même type de combo qui sont un petit peu plus compliqués à mettre en place tout de même. Et là, bah, ce sera plus possible. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Qu'il aurait mieux. Alors, je dis tout ça en me mettant du point de vue du mode escarmouche, mais parce que pour moi, ce changement-là s'adresse principalement, même exclusivement, à ce problème-là, justement, de ce deck qui était trop fort auparavant parce que on était capable, comme je disais, de créer plein de gros monstres et en même temps d'infliger plein de dégâts avec cette carte-là. Et donc c'est un problème du mode escarmouche que les développeurs essayent de régler avec ce nerf, qu'ils n'auraient pas dû faire à mon avis, parce que c'est pas la bonne chose à faire, et en plus de ça, c'est un nerf qui va aussi affecter le mode classique, ce qui n'était pas nécessaire, et donc voilà, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Voilà, il aurait fallu, je sais pas, ban cette carte, ou la transformer uniquement pour le mode escarmouche, pour que l'on ne puisse plus invoquer une infinité de petits machins comme ça à un moment donné dans la game. Et donc voilà, mais c'est pas la direction que les développeurs ont décidé de prendre et c'est dommage, je le déplore. On est assez nombreux à le déplorer sur les réseaux, sur Discord et tout. Il y a pas mal de critiques qui sont émises de la communauté des joueurs sur ce type de changement-là qui concerne principalement le mode escarmouche, mais qui vont affecter le mode classique et pas forcément dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Malheureusement, il va falloir faire avec. On espère toujours que les développeurs vont être davantage à l'écoute des joueurs à l'avenir et qu'ils vont bah voilà, faire des changements qui ont davantage de sens pour la santé du jeu. Voilà, je dis ça, hein, ça fait longtemps que ça se passe comme ça et les développeurs n'ont pas l'air d'écouter les conseils, les remarques des joueurs et c'est vraiment dommage. Donc voilà, on va faire avec les amis et puis c'est tout, hein. Malheureusement, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre à part râler, harceler les développeurs, mais bon, malheureusement, je sais pas ce que ça va pouvoir avoir comme influence. Voilà les amis, la seule chose que ça peut provoquer en fait, ce genre de truc finalement, c'est que les joueurs vont partir du jeu en fait, ils vont quitter le jeu, il y aura de moins en moins de joueurs et puis le jeu il va mourir petit à petit en fait. Il faut que les développeurs soient plus à l'écoute de la communauté des joueurs pour que ça se passe mieux en fait. Voilà, alors on est pas mal de fans un petit peu hardcore qui restent quoi qu'il arrive, mais bon au bout d'un moment, hein, même les plus gros joueurs finissent par partir et tout et c'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Ok les amis, bon, allez, on va s'arrêter là pour le balance patch et tout. On en a fait suffisamment le tour, on en a pas mal discuté. Voilà, voilà les amis. C'est quand même les joueurs qui font vivre le jeu. Ben oui, tout à fait, Zach, tout à fait, tout à fait.